Les enfants, ils ont pas besoin d'une voiture grise, d'une poupée rose, d'une voiture bleue. Ils en ont envie, mais ils ont besoin que leurs émotions soient entendues. Faire attention à nos mots, à notre posture en tant qu'adulte, de comment on s'exprime face à l'enfant. Là, j'entends quelqu'un dire oui, mais ça c'est pour les blancs. La parole la plus marquante jusqu'à aujourd'hui, c'est un jour, ma mère m'a dit qu'elle regrettait de m'avoir mis au monde. On peut trouver un parent qui détruit son enfant avec ses paroles. Ouais. Ce parent-là, d'où il sort avec toutes ces choses? On ne peut pas concevoir qu'on met des enfants au monde et c'est nous qui les détruisons. Ouais. Et donc en fait, il y a eu cette tension entre les deux qui venait du coup de moi et j'en avais pas conscience parce que du coup il avait l'impression que je privilégiais ma sœur et que lui je l'aimais pas. Mais c'est des choses qui ont duré vraiment sur plusieurs années quand même en fait, donc j'aurais jamais pu croire que ça venait de là. Et une parole qui blesse, ça engendre quelqu'un de blessé. Et une personne qui est blessée a fini par blesser. On dit une personne blessée blesse les autres. Voilà. Franchement, ce thème-là, il m'a beaucoup parlé parce que toute mon enfance a été que ça. Sur ce sujet, j'ai beaucoup de choses à dire. Que Dieu guide les choses. Selon une étude de l'Institut national d'études démographiques, 17,6% de femmes et 12,9% d'hommes âgés entre 20 à 69 ans ont déclaré avoir été victimes de violences psychologiques, physiques ou sexuelles avant l'âge de 18 ans. Sur LGS Media, autour d'une émission intitulée « Brisé », nous nous attarderons sur les violences psychologiques. Nous verrons quelles sont les conséquences des violences verbales sur le long terme. Et pour rendre cette émission pertinente, nous sommes rentrés pour vous en relation avec des professionnels tels que des psychologues, des éducateurs de jeunes enfants, mais aussi des autorités spirituelles pour décortiquer au mieux ce fléau qui ronge non seulement les individus, mais aussi les familles sur des générations. Bien entendu, étant donné que sur LGS Media, nous donnons la parole à ceux qui ne l'ont pas, nous sommes rentrés aussi en relation avec des victimes qui ont accepté de témoigner à face cachée ou à face découverte. Des personnes qui sont aujourd'hui sur le chemin de la restauration ou qui le sont déjà, afin de vous montrer que la restauration est possible. Mesdames et messieurs, installez-vous confortablement devant Brisé, car vous en ressortirez restaurés. Bonsoir Sophonie. Bonsoir Jamila. Alors, bienvenue sur LGS Media. Merci. On est là pour parler de l'émission Brisé. Et donc toi tu es éducatrice de jeunes enfants. C'est ça. Est-ce que tu peux nous dire en quoi consiste ton métier? Alors, auprès des enfants, je veille à leur développement global. D'accord. Je travaille auprès des jeunes enfants âgés de 0 à 7 ans. Mm-hmm. Et comme j'ai dit, développement global, mais aussi à leur sécurité, à leur, que ce soit tant sur le plan psychique que sur le plan somatique. Et je reprends leurs besoins en leur proposant des activités, par exemple, éducatives, en répondant à leurs besoins et selon leur âge également. D'accord. En fait, on est là pour parler des conséquences des violences verbales sur le long terme. Donc c'est bien que toi tu puisses venir parce que souvent ces paroles on les reçoit dans l'enfance. Donc en tant qu'éducatrice des jeunes enfants, tu es là pour nous parler de la psychologie de l'enfant, du jeune enfant. Comme je disais, donc je me répète un peu, mais c'est dans l'enfance qu'on reçoit la plupart du temps ces paroles. Et donc on grandit avec, etc. Ça devient même une habitude. Alors, est-ce que premièrement tu peux nous définir ce que c'est qu'une violence verbale, selon dans le cadre de ton domaine? Une violence verbale dans le cadre de mon domaine, ça serait, disons, des mots qu'on peut utiliser en direction de l'enfant et des mots, si je peux caricaturer, pas très sympathiques, des mots en lien avec le fait de rabaisser l'enfant, de menacer l'enfant, de ne pas le valoriser, de ne pas dire des paroles qui peuvent blesser l'enfant, dont l'adulte ne prend pas en compte justement à ce moment-là le ressenti de l'enfant. D'accord. Donc voilà. Tu dis quelque chose qui m'intéresse un peu, tu as dit dont l'adulte ne prend pas en considération le ressenti de l'enfant. C'est-à-dire que, c'est quoi ça on en reviendra peut-être après, mais c'est une phrase qui, elle a sonné en moi. L'adulte ne prend pas toujours conséquence que l'enfant a des ressentis. Des ressentis. D'accord. Moi, ce que j'aimerais savoir, c'est quels sont les besoins fondamentaux d'un enfant. C'est-à-dire que dans chaque domaine de la vie, on a l'être humain a des besoins. Et en fonction du contexte dans lequel il aura aussi des besoins spécifiques à ce besoin-là, à ce contexte-là.
Donc, quels sont les besoins fondamentaux de l'enfant? Ce dont il a besoin, mais du coup, ce dont aussi il n'a pas besoin pour bien se développer. Alors, là, vu qu'on parle du cadre de l'enfant, dans un premier temps, on a tous des besoins fondamentaux en tant qu'être humain, comme tu as dit. Oui. Et dans un premier temps, on a les besoins physiologiques comme manger, respirer, dormir. Mais également, il y a les besoins de sécurité. Besoin de sécurité, besoin d'appartenance. D'accord. En tant que jeune enfant, en général, l'adulte ou l'être humain a besoin d'appartenir à un groupe dans la société. C'est un besoin d'appartenance. D'accord. Et il y a le besoin de sécurité dans un premier temps. Un enfant a besoin d'être dans un environnement où il est sécure, D'accord. où il a confiance à ses figures d'attachement, enfin les personnes qui s'occupent de lui. Il a besoin de tout ça pour grandir. Donc il n'a pas besoin d'être en insécurité. Étant donné que l'enfant de base, il est dans un monde déjà qui ne le rassure pas. Nous, notre rôle, c'est justement le mettre en sécurité. Qui ne le rassure pas, comment? C'est-à-dire, il y a plein de choses qui peuvent le déstabiliser, par exemple des sons, les images parce Tout va qu'il vite, en fait. il passe dans des moments de peur, de crainte qu'il ne peut pas expliquer dû à l'immaturité de son cerveau. Et du coup, nous, on ne doit pas en rajouter, justement. Donc, ce qu'il n'a pas besoin, c'est qu'on leur rajoute du stress, qu'on leur rajoute des craintes dont il n'a pas besoin. Parce que tu parlais de sécurité et d'insécurité. Qu'est-ce qui cause l'insécurité? Ce qui cause l'insécurité. stress, Oui, mais... Oui, mais là, si on parle des mots, l'impact des mots qu'on peut avoir en tant qu'adulte, c'est vraiment de montrer à l'enfant, de le dévaloriser, de ne pas lui montrer qu'il est important, de ne pas lui montrer qu'il est capable, de ne pas le mettre là. Les enfants, ils sont imbues de leur personne. À cet âge-là, ils ne connaissent pas la valeur de l'autre. Ils ne savent pas prendre en considération l'autre. Donc, c'est le centre du monde. Pour eux, ils sont le nombril du monde. Donc, c'est à nous. Ils ont besoin d'être valorisés pour grandir, bien grandir. D'accord. Voilà. Et donc par là, en fait, si l'enfant a besoin de l'autre pour se sentir valorisé, etc., enfin de sa figure, tu disais? Figure d'attachement. Figure Mais d'attachement. il y a plusieurs figures d'attachement. Dans un premier temps, les parents qui sont les premières personnes que l'enfant a en contact. Mais ensuite, il y a les personnes comme nous. Du coup, moi, en tant qu'éducatrice, je suis une autre figure d'attachement pour l'enfant que j'accueille et également. Ainsi de suite. Les personnes qu'il sera amené à rencontrer, les personnes de confiance, en l'occurrence, sont ces figures d'attachement. Ouais. D'où, en fait, vraiment le brisement lorsque sa figure d'attachement lui cause de l'insécurité, du coup. Est-ce que ça peut impacter la confiance qu'il aura chez les autres? Ça dépend. Ça dépend parce que je suis pas dans la protection de l'enfance, mais je peux me projeter en me disant qu'un enfant qui n'a pas confiance en son parent peut avoir confiance en une autre personne. Je pense pas que ça peut avoir un impact. Je sais pas si c'est prouvé scientifiquement, mais ça peut, comme ça ne peut pas. Donc, je peux pas affirmer ça. Mais pour autant, c'est vrai que, étant donné si les personnes qui sont censées prendre soin de lui, le protéger de ce monde, littéralement, lui, justement, ne lui donne pas ça. C'est assez compliqué pour lui. Il est tourmenté. Il cherchera donc cette figure d'attachement. Exactement. Consciemment ou inconsciemment, il cherchera cette figure d'attachement. Exactement, et il sera perdu en fait. Il sera perdu et justement, il va perdre confiance en lui. Ça sera justement en lui, pas forcément en d'autres, mais il va perdre confiance en lui. Il aura du mal à s'affirmer. C'est pour ça que j'ai mis l'accent sur le fait qu'on doit valoriser le jeune enfant parce qu'il a besoin de ça. Il a besoin qu'on lui montre que oui, tu peux faire ça, tu en es capable. Lui dire des paroles positives. Lui dire des paroles positives et le mettre en premier plan, on va dire. D'accord. Il y a souvent cette expression, moi personnellement, que j'aime bien prendre, c'est que l'enfant est comme un terrain vierge sur lequel tout ce qu'on sème poussera. C'est-à-dire que, je sais pas si tu vois l'image un peu. Je vois, mais je suis pas d'accord. Dis-moi tout. Ok, je suis là. L'enfant n'est pas terrain vierge, par là, j'entends une coquille vide. Je dirais l'enfant, une éponge. Il a déjà... Oui, lorsque je parle de terrain vierge, c'est une éponge qui absorbe tout. Okay, c'est dans ce sens-là plutôt. C'est dans le sens que tout ce que tu sèmes, ce n'est pas qu'il n'a pas de personnalité quand je dis terrain vierge, mais c'est qu'en fait, il ne sait pas filtrer. Oui, bien sûr. L'enfant, il reproduit, il fait comme nous. Et c'est littéralement une éponge.
C'est-à-dire que Ouais, continue juste quand t'as dit quelque chose, mais je vais rebondir après, je te laisse finir. on va faire quelque chose, il va vouloir le reproduire. Il va vouloir faire comme nous, que ça soit positif ou négatif, il va vouloir faire comme nous parce qu'on est des exemples. Justement, on doit être des exemples en tant qu'adultes. Justement, on doit, justement, dans notre façon de s'exprimer, même entre nous, entre adultes, justement, si tu passes ta journée à parler, à mal parler, à insulter, ben, l'enfant, il va faire de même. Enfin, ça va de soi. Donc, c'est pour ça que je parlais plus d'éponge et non de... D'accord. Tu sais, t'as dit, il limite tout ce qu'on dit. Ça m'a fait tiquer parce que ça veut dire qu'un enfant qui crie, c'est parce qu'il a vu les gens crier autour de lui. Si c'est répété, si justement en tant qu'éducatrice, un enfant qui a des réactions violentes, il veut toujours taper les autres par exemple. Et justement, encore une fois, rien n'est prouvé, mais justement en observant et surtout si c'est des événements qui se répètent, c'est là où on peut en conclure quelque chose. C'est vrai que là, dans ce cas-là, si après observation, on voit que à la maison ça va pas ou ça fait écho et on se dit ah là il y a quelque chose qui va pas. Les enfants changent beaucoup de comportement, par exemple s'il y a un déménagement, ils peuvent changer. Étant donné qu'on les connaît, c'est des enfants qu'on accueille 5 jours sur 7 littéralement, on les connaît. Les parents sont bien évidemment les premiers éducateurs de leurs enfants, mais nous on les connaît sur le terrain et on sait que s'il s'est passé quelque chose à la maison, ça se voit. L'enfant il montre tout, il n'est pas capable de masquer les choses comme nous, à cause de son cerveau qui est immature. Il n'est pas en capacité de gérer ses émotions. D'ailleurs, il y a Catherine Guéguen, une docteure en psychologie, je crois, il me semble, elle dit que l'enfant, justement, est dominé par son cerveau archaïque et son cerveau émotionnel. Donc, il est incapable de réguler ses émotions. Donc, c'est à nous, justement, de l'accompagner dans la gestion de ses émotions. Tu dis quelque chose et moi, ça me parle parce que tu as dit que l'enfant et le parent, pardon, les parents sont les premiers éducateurs de leurs enfants. Oui. Sous-entendant par là que ils ne doivent pas vous déléguer l'éducation de leurs enfants. Ah non, parce que souvent les parents délèguent à l'école, à l'éducation nationale. À l'éducation nationale, l'éducation de leurs enfants. Mais là, ce n'est pas le cas. Il ne faudrait pas faire ça. C'est pas le cas, surtout que dans la petite enfance, je suis éducatrice. C'est vrai que ça a pour connotation éduquer, mais ça consiste pas à ça. Moi, je participe j'accompagne le jeune enfant à s'inclure dans la société, à grandir, je m'assure à son épanouissement. Je suis là pour l'aider à grandir, littéralement, pas à l'éduquer. Ça, parfois, c'est un faux ami en disant éducateur de jeunes enfants. Mais c'est pas... Tu n'es pas sa mère. Je suis pas sa mère. Ok. Voilà. D'accord. Tu disais par exemple qu'un enfant, lors d'un déménagement par exemple, il pourrait changer de comportement. Donc, lorsqu'il reçoit des paroles violentes, il peut aussi changer de comportement. C'est-à-dire que là, ça donne même une clé à un parent qui peut-être, si elle reconnaît donner des paroles dures. Parce qu'il y a des parents aussi qui donnent des paroles dures à leurs enfants, mais parce qu'on leur a dit ça dans l'enfance, ils n'estiment pas que ce sont des paroles dures. Alors, est-ce que tu peux nous donner des exemples de paroles dures ? Tout de suite. Du moins, qui peuvent être violentes pour l'enfant, quand bien même elles pourraient être insignifiantes pour nous. Ça peut être, par exemple, oh, tu n'es pas gentil, tu n'es pas gentil, t'es trop méchant. C'est des choses... Tu es un méchant garçon. Je vais te laisser là, si tu des chantages affectifs. Les chantages affectifs, c'est quelque chose dont la plupart des adultes on se rend pas compte, mais c'est quelque chose qui, littéralement, qui peut impacter les jeunes enfants parce que, ouais, du chantage, c'est ce qu'il y a. On connaît tous le chantage, et même en tant qu'adulte, quand on nous fait du chantage, c'est pas plaisant. Donc pour un enfant qui, lui, son cerveau n'est pas mature, qui est en train de se développer, on lui fait du chantage affectif, c'est fou quand même. C'est méchant. Tu sais, ça me pousse vraiment à me rendre compte que l'enfant est vraiment comme nous en fait. À 100%. Et c'est juste un... C'est pas... Non. C'est pas un adulte. Non, pardon, je découvre. C'est pas un adulte miniature. Parce que non, on a souvent cette tendance à projeter nous, en tant qu'adultes, à se projeter sur l'enfant. L'enfant n'est pas un adulte miniature. Au vu de, comme je parle de son cerveau qui est immature, qui n'est pas fini. Son cerveau qui n'est pas fini de se développer. Donc à partir de là,
même quand on parle de caprices, ouais, tu fais des caprices, il ne le fait pas parce que son cerveau est immature, il n'est pas en capacité de le faire. Parfois, on peut se dire, non, il le fait exprès, il te regarde, il jette le verre. En fait, au vu de c'est juste son cerveau qui est immature, il n'est pas en capacité de réfléchir comme nous. Quoi qu'il arrive, c'est pas pour rien que c'est un enfant. Ok. Donc, Mais quand il est comme nous, parce que tu disais que quand on fait du chantage, c'est pas Rapport du au tout ressenti. plaisant. Oui, il ressent. Bien sûr. Et lorsque par exemple on lui dit oh, continue de marcher comme ça, vas-y, marche doucement, je vais te laisser là derrière moi. Et en fait, ça paraît de rien, c'est vrai. Mais donc en fait, l'enfant, lui, il le reçoit comme une violence. Il le reçoit comme une violence. Comme un verbale. abandon, je sais pas. Une violence verbale, c'est violent pour lui parce que en parlant de violence, il y a un terme qui s'appelle violence éducative ordinaire. D'accord. Ce qui veut dire que c'est éducatif. Il y a le mot éducatif parce que en l'utilisant, les adultes pensent qu'ils éduquent leurs enfants. Et ordinaire parce que c'est connu, c'est ordinaire, c'est devenu normal. C'est-à-dire que en parlant de fessée, on va dire, de fessée, ça c'est un sujet, un très grand sujet. Mais pour autant, ça n'éduque pas une fessée. Enfin, pour moi, je trouve pas que ça éduque. Ce sont des violences qui n'éduquent pas. On pense que ça éduque, mais ça le fait pas. Pour toi ou c'est Pour moi, c'est le cas. Parce que dans un premier temps, la loi dit que l'autorité parentale doit se faire sans violence psychique, ni verbale, ni physique. Donc dès lors, à partir de là, certes, c'est la loi qui le dit, mais de nous-mêmes, on part juste du principe qu'un enfant à qui tu commets des violences verbales ou physiques, ne te respecte pas, il te craint juste. L'enfant va juste te craindre avoir peur de toi, et il ne va pas te respecter. Et à partir de là, il n'y a rien d'éducatif là-dedans. Ouais. Et, le mot autorité, je le trouve fort quand même. L'autorité parentale. C'est un mot que je trouve vraiment puissant. Et c'est vrai que c'est dommage que l'enfant doive te respecter juste parce que tu le tapes. L'autorité devrait être là, qu'on nous tape ou pas. Enfin, oui, non, mais justement, il n'y a pas de respect. Sans même te taper, tu vois. Il n'y a pas de respect. C'est ça, le parent devrait juste, en regardant son enfant, juste en lui parlant, et l'enfant doit comprendre que, voilà, je vais me calmer. Je vais me calmer. À partir d'un certain âge, bien sûr. Donc toi, donc frapper un enfant, une claque. En tout cas, dans la petite enfance, pour moi, ça n'a aucun sens. Enfin, littéralement. Enfin, c'est-à-dire que moi, je parle tout simplement du fait que son cerveau est immature. Il n'est pas du tout en capacité de... Il comprend. Il comprend quoi, alors? Il comprend... par exemple, si tu parles à un enfant de 2 ans... Ah, il comprend. Ok, je pensais que tu disais qu'il quand comprend la violence. Bien oui, évidemment, il comprend la violence. Si tu... Enfin, il va comprendre... La façon dont tu vas lui parler, le ton que tu vas utiliser, ta posture, il va comprendre que là, je suis pas en sécurité, je suis pas bien là. Bien qu'il ait fait, il ait fait quelque chose que tu as estimé toi très grave, même faire tomber un verre d'eau, un enfant qui c'est pas grave. Tu essuies. Ça paraît très simple, hein, ça paraît très anodin, mais rien que le fait de crier sur un enfant qui vient de faire tomber un verre ou casser un verre, c'est normal pour nous, mais pour lui, c'est d'une violence. Enfin, c'est un enfant. Il perçoit pas. J'ai l'impression que... Parce que ce que tu dis, ça me rappelle un peu moi. Et j'ai l'impression que les émotions de l'enfant sont amplifiées. Je sais pas si c'est moi, mais quand tu parles, par exemple... bien sûr. Et tu sais, ça me rappelle une petite anecdote, c'est que mon petit frère, un jour, je le gardais. Et c'était parmi les premiers jours, enfin du moins les premières fois, où il restait à la maison sans sa maman. Donc c'est sûr que c'était quelque chose pour lui. Mais moi, j'étais aussi une jeune adolescente, peut-être 13 ans, 14 ans, donc j'ai pas le temps de faire des gymnastiques mentales. Que c'est à cause du fait qu'il n'y a pas sa maman encore à l'après-midi, qu'il est un peu plus fragile que d'habitude. Ah non, on n'a pas le temps pour ça. Et donc du coup, quand on est jeune, on n'a pas le temps pour ça. Et je me souviens, je faisais le ménage. Je faisais la serpillière. Et le petit, il veut marcher. Et je lui dis, non, passe pas. Mais je voulais pas lui crier dessus de style le fâcher. Mais si, parce qu'il m'énervait, il voulait toujours passer. Et je dis, non, mais passe pas. Et le petit s'est braqué. Et il a pleuré. Et ça me rappelle ce que tu dis justement. Et ça m'a fait mal sur l'instant. Je lui ai dit, mais non, il pleure pas. Et non, il pleure pas, j'ai fait un câlin. Mais je comprends. Donc par là, ce que tu veux dire, c'est que la posture qu'on prend, le ton qu'on prend, va créer quelque chose en l'enfant. Ou en fait, une bonne crainte dans le sens que de l'honneur. Parce que là, c'est papa, là, c'est maman. Ou alors, en fait, une peur négative dans le sens de la crainte. Oui, je suis pensée. J'ai peur de papa, j'ai peur de maman. Bien, j'ai peur. Il y a beaucoup d'enfants qui ont peur de leurs parents.
Donc c'est dû donc à l'attitude, à la posture du parent, la Totalement. crainte de l'enfant envers le parent. Et Notre qu'est-ce qu'il faudrait façon de faire pour parler. restaurer cette... Moi, je pense Cette en vitre. tant qu'être humain en général, en tant qu'adulte, parce qu'on est là pour accompagner l'enfant, c'est nous qui devons le rassurer, etc. C'est nous qui sommes là pour lui, pour répondre à ses besoins. Et ce qui le rassurait, pour moi, c'est avoir une posture justement empathique. C'est la clé pour moi. C'est-à-dire que tu peux ne pas être patiente comme personne, etc. Mais la posture empathique de dire oui, je comprends ce que tu traverses à ce moment. Le fait que tu aies fait tomber quelque chose, il peut se mettre à pleurer, comme on parlait, le fait que ses émotions sont décuplées par rapport à nous. Pour nous, c'est insignifiant. Il a cassé un objet qui lui appartenait, mais cet objet pour lui, c'était important. Et à ce moment-là, là, c'est bon, arrête de pleurer, c'est rien. Non, c'est pas rien pour lui. Prendre en compte ses émotions, prendre en compte son ressenti, et à ce moment-là, oui, j'entends, je comprends. Voilà, l'empathie. Vraiment, la posture empathique, c'est vraiment... Tu me parlais de l'empathie et tu me parlais aussi... Enfin, tu parles d'empathie, mais un jour, tu me parlais aussi de bienveillance. Oui. Et un jour, j'entendais une sophrologue parler aussi, elle disait il faut accompagner l'enfant dans ses émotions. Vraiment, s'il veut s'énerver, s'il veut pleurer, et bien qu'il pleure. Oui. Et qu'à la fin, on se pose et dit mais pourquoi t'as pleuré? Qu'est-ce qui s'est passé? Et parce que on parle de phrases insignifiantes, on parlait aussi un jour, on a parlé, ne pleure pas pour un garçon. Arrête de pleurer, t'es un garçon. Un garçon, oui. Arrête de faire ça pour une fille. Est-ce que ce genre de phrase peut heurter? Bien sûr. Arrête de faire Déjà, ça ça n'a pas de pour sens une pour fille. lui. Ça n'a pas de sens Arrête pour de faire lui. ça pour... Ne pleure pas, tu es un garçon. Ça n'a pas de sens pour lui à ce moment-là, quand on lui dit cette phrase-là. Justement, l'importance de cette sophrologue, c'est ça, c'est l'émotion de... Il y a une écrivaine qui a écrit son livre sur les émotions du jeune enfant. Je crois que c'est Isabelle Philosat. Et elle a défini le mot émotion, elle a séparé ça, j'ai bien aimé comment elle a défini ça. Le E qui signifie vers l'extérieur et l'émotion qui signifie mouvement. Et du coup les émotions, ce sont le mouvement de la vie. C'est-à-dire qu'il faut les laisser sortir. Il faut que ça soit positif ou négatif. Et encore positif et négatif, c'est un trop grand mot, mais c'est, on va dire, quel mot qui pourrait qualifier ça? Oui, la peur, la colère, la joie, il faut tout sortir, peu importe ce que c'est. On doit pas, nous en tant qu'adultes, on a plus tendance à accepter, à accueillir plus les émotions positives, genre la joie, l'enfant est content, c'est mieux qu'un enfant qui est en colère, un enfant qui crie. Et puis c'est mieux à calmer, on va dire, mais justement, à ce moment-là, il a besoin de laisser sa frustration sortir. À ce moment-là, il a besoin que sa colère soit entendue et reçue. Et c'est à nous, c'est notre rôle justement d'accueillir. Et comme tu as dit, c'est justement de le laisser pleurer. Et c'est là qu'on va rentrer en jeu l'empathie. C'est pourquoi, qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qui t'a pas plu. Voilà. Mais comment dire, si je veux accompagner l'enfant, parce que par exemple, supposons un enfant qui pète les câbles. Mais vous savez, ce genre d'enfant, mais il peut tout casser. Je le laisse tout casser à ce moment-là? Oui, tu peux laisser tout casser, mais en prenant en compte, par exemple, tu laisses pas à côté d'une table en verre, tu sécurises les lieux. Écoute, tu laisses parce que tu veux le mettre où dans ce cas-là? Tu lui laisses s'il a besoin de se défouler. Je peux pas lui dire justement, arrête. C'est là que j'interviens, c'est-à-dire que j'ai dit ça comme si j'étais la police, j'interviens. Tu proposes des activités éducatives. À ce moment-là, tu vois que cet enfant a besoin de se défouler et il est en colère. Donc tu vas. C'est parti, la motricité. On va dehors, on va dans le jardin. Si ta structure a un jardin, on va dehors, on va faire du vélo. Donc là, ça veut dire que... Des choses qui vont permettre de dépenser. Et si à ce moment-là, il n'est pas prêt à aller dehors, tu le laisses. Tu le laisses pas tout seul évidemment, mais tu l'accompagnes, tu es là. Je suis là quand tu auras fini. C'est de la patience. C'est de la patience et justement, la petite enfance m'a beaucoup aidé à forger en termes de patience parce que, oui, c'est pas au niveau patience. Donc, un enfant... Oui, ça paraît... Qui casse tout à la maison. Non mais tout laisser casser. Bien sûr que non, c'est caricaturé, ça c'est tu faudrait pas lui dire calme-toi. Tu pourrais lui dire ça, tu lui parles, c'est important de lui parler, c'est important, mais s'il ne veut pas là il faut dire ça aux parents parce que là ils se disent non, évidemment que non, tu vas pas le laisser en train de tout casser et balancer des choses sur ta télé. Non, bien sûr que non, il y a un contexte, c'est-à-dire que là je parlais dans le cadre dans une structure, mais si on part dans la maison, par exemple oui. Bien sûr, même dans la structure, parler, verbaliser, toujours parler, c'est important. Mais à ce moment-là, l'enfant qui est en colère, même nous en tant qu'adultes, quand ça peut être bon, adulte,
ça dépend, Dieu ou pas Dieu dans ta vie. Ça c'est un autre sujet. C'est-à-dire qu'on a maintenant une autre posture de plus de se contrôler niveau colère. Mais admettons, un enfant qui est en colère, il n'est pas en capacité d'écouter. Là, il n'est pas disposé à écouter, il est fermé. C'est-à-dire que tu auras beau, tu peux le faire pour toi, pour ton rôle, mais il ne va pas t'écouter. Il est fermé, surtout si on parle vraiment d'une vraie colère. Il est énervé à ce moment-là. Pour Qu'est-ce une qu'il faut chose... faire Comment est-ce qu'il faut... Parce que il n'est pas question d'accepter ça. Un enfant qui casse tout à la maison, si il est en colère, là, il pète ses petites crises de colère. Au bout d'un moment, il y a un problème. On peut accepter qu'un enfant... Parce que cet enfant, ça c'est dépend. comme un lion. Il est lionceau, mais croyez-moi, demain, il sera un lion. Justement, et quand il sera un lion, il faudra pas qu'il pète des crises de colère. Et justement, c'est important que tu dises ça parce que ça, là, quand on parle d'actions négatives, des mots négatifs, ça peut avoir un impact sur l'adulte en devenir. Ça, c'est vrai. L'enfant peut devenir, plus tard, il deviendra insociable, il deviendra... ça peut aller loin, un toxicomane, tout ça, parce qu'il a vécu une enfance, mais douloureuse. Et quand on parle de colère, là, je vois plus une frustration, quelque chose qu'il n'a pas eu, ou je sais pas moi. Quand je parle de quelque chose qu'il n'a pas eu, il y a une phrase que j'ai beaucoup aimé dans son livre de Isabelle Philosette, où elle dit les enfants, ils n'ont pas besoin d'une voiture grise, je sais plus c'est quoi le mot exact, mais d'une poupée rose, d'une voiture bleue. Ils en ont envie, mais ils ont besoin que leurs émotions soient entendues, ils ont besoin que leurs émotions soient comprises. Donc à ce moment-là, si cet enfant il a envie de faire sa colère, il faut le laisser crier, il faut lui proposer une chose qui, à ce moment-là justement, un truc, quelque chose d'éducatif qui va lui permettre justement de... Il faut trouver une solution, j'ai pas de remède là tout de suite à donner parce que chaque enfant est différent, chaque enfant a des besoins selon l'âge, selon sa capacité, selon son niveau moteur, etc. Mais c'est vraiment prendre en compte les émotions de chaque enfant. Il a besoin que ses émotions soient reçues, entendues. D'accord. Je vais revenir sur la compréhension. La compréhension de l'enfant. Tu disais tout à l'heure, un enfant par exemple qui déménage, on peut voir son comportement changer. Alors... ça veut dire que l'enfant comprend. Bien sûr. Ça veut dire que, supposons les parents qui se disputent devant les enfants, par exemple, en se disant mais il est petit, il comprend pas. Qu'est-ce qu'il en est? Il en est que votre enfant comprend. Révélation. Il comprend parce que, comme on a parlé tout à l'heure de posture, de ton, de la façon de parler, etc., il entend, il est en capacité, en toute capacité de comprendre ça. C'est-à-dire que je vais parler doucement, d'une façon posée, etc. Il va comprendre que là, je suis bien entourée, j'ai des personnes... je dis pas que les parents qui se disputent, c'est bon l'enfant, on va aller à la zone, aide sociale à l'enfance. C'est pas ça, mais c'est pour dire que l'enfant comprend, même quand vous disputez, même si c'est des disputes mignonnes, l'enfant, il entend tout, il comprend tout. Même par votre comportement, un enfant, même si tu parles pas, exemple basique, c'est par exemple en crèche, dernièrement, on a préparé la fête de la crèche, et c'est vrai qu'on était assez occupés à faire les préparatifs, etc. Et comme par hasard, ce jour-là, les enfants dans la crèche n'ont pas dormi. Enfin, du moins des côtés des petits. Ils n'ont pas dormi, ils étaient... parce qu'ils ressentaient, ils étaient aussi énergiques que nous. Ils ressentaient qu'on n'était pas disposés. Ce jour-là, on était un peu éparpillés, je le reconnais. Et c'est ce jour-là aussi, j'ai vraiment affirmé, j'ai compris que oui, les enfants, on n'a plus besoin de parler. Ils ressentent tout, ils voient tout, ils comprennent tout. Un enfant qui dort des 3 heures de sieste, ce jour-là, qui dort que 20 minutes, bon, tu sais qu'il y a quelque chose, quoi. Donc oui, ils comprennent tout. Quels sont les symptômes d'un enfant qui manque de confiance en lui? Comment on peut reconnaître un enfant? Les symptômes, c'est drôle. Déjà, en tant qu'éducatrice, je ne donne pas de symptômes. Non, déjà, je parle en termes médicaux, mais quand tu observes, tu es observatrice. Suite aux observations, je dirais un enfant ça se voit, un enfant qui manque de confiance en lui, comme un adulte. C'est-à-dire que il y a des enfants, j'ai dit que c'était pas des mini-adultes, mais pour autant, il y a des enfants, tu as l'impression, ils s'excusent tout le temps. Ils ont leur posture montre que lui, il vit des choses à la maison qui sont pas évidentes. Ou elle, ça se ressent.
Ça se ressent, et comme j'ai dit, les enfants ne savent pas masquer les choses comme nous. Les adultes, quand on va mal, on peut faire semblant. Les enfants, ils ne sont pas en capacité de faire ça. Ils sont pas en capacité de faire ça. Et ça se voit même lors des activités. Et puis, comme j'ai dit tout à l'heure, on les connaît. Ces enfants-là, on les connaît. Bien que même s'ils viennent d'arriver, tu le vois. Tu le vois tout de suite en tant que professionnel ou même en tant qu'adulte. Tu le vois si tu croises un enfant qui vit des choses pas faciles à la maison et qui manque de confiance en lui. Même te regarder dans les yeux, ça peut paraître rien, ou te dire c'est impossible, un enfant ne me regarde pas dans les yeux, mais un enfant ne peut ne pas regarder dans les yeux, soit parce qu'il te craint, soit parce que justement l'adulte en question qui, entre guillemets, le tourmente, c'est un grand mot, mais qui a des propos négatifs, rabaissant, ça va se projeter sur toi potentiellement, donc l'enfant aura du mal à te regarder. Tu sentiras qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et c'est dommage, et c'est quelque chose dont, en tant que professionnel, on doit faire attention. Et justement, l'observation, c'est l'un de mes outils de travail, parce que sans observation, je ne peux pas faire mon travail, littéralement. Et ça, c'est une chose très importante, justement, l'observation. Et comment, parce que vous agissez, est-ce que vous réagissez lorsque vous voyez un enfant qui manque de confiance en lui? Est-ce que vous prenez l'initiative de convoquer les parents et de leur parler avec sagesse? Parce qu'on sait que beaucoup manquent tellement d'humilité que... Oui, beaucoup de parents peuvent mal le prendre et surtout se dire... ça peut être rabaissant pour eux également de se faire convoquer parce que leur enfant manque de leur confiance. Tu viens de parler de sagesse parce que c'est vraiment une chose très... délicate, très très délicate. Tout comme je sais pas moi, dire... un exemple qui n'a rien à voir, dire à un parent que son enfant manque d'hygiène. C'est des choses vraiment très très délicates. Et à ce moment-là, ça se fait vraiment en équipe, c'est-à-dire suite aux observations. Et c'est pas que mon observation, c'est l'observation de toute l'équipe. Et suite à une réunion, on prend décision de justement convoquer, je ne sais pas, mais je pense que c'est la direction qui prendra... qui prendra en charge, qui prendra le relais, on va dire, pour parler aux parents, parce que c'est pas l'équipe qui parle aux parents, ça peut pas arriver. Ça peut jamais arriver. C'est la direction qui reçoit les parents pour en parler, et justement suite au retour des équipes, parce que c'est l'équipe qui est sur le terrain, qui observe tout ça. D'accord. Donc les parents peuvent par là reconnaître que, eh bien, si mon enfant ne me regarde jamais dans les yeux, peut-être, ou bien il a cette crainte en fait. C'est de la crainte. Cette forme de crainte. C'est de la crainte parce que moi je l'ai vécu. Ne pas regarder la personne dans les yeux, c'est. Et après ça dépend, ça peut être culturel, attention. Oui, c'est vrai. Ça peut être culturel. Mais. Oui, le fait de ne pas regarder l'adulte dans les yeux dans certaines cultures. Voilà, c'est ça. On enseigne qu'on ne regarde pas un adulte dans les yeux. Mais dans la petite enfance, du moins, l'enfant à qui on ne lui a pas appris ça, je ne pense pas que dès 2 ans, on va te dire ne regarde pas l'adulte. Donc ça se fait spontanément. C'est d'une spontanéité que tu vois que là, l'enfant, il vit dans la crainte de l'adulte. De l'adulte, clairement. La crainte de l'adulte. Ça se ressent. Waouh. Super. Enfin, super. Oui, super parce qu'on en parle. Ouais. Beaucoup diront, tu sais, moi-même, j'ai tendance à le dire, parce que je suis d'origine congolaise. Je te le dis comme si tu savais pas, mais c'est pour ceux qui en écoutent en vrai de vrai. Donc, je suis d'origine congolaise et j'aime bien souvent dire que chez nous, en fait, c'est un fléau. Au Congo, les violences verbales sont un fléau. C'est tellement... Je parlais de violence banale, c'est ça? Violence éducative ordinaire. Violence éducative ordinaire, et chez nous, on en a trop. Et je dis au Congo, mais en fait, je sais que c'est pas qu'au Congo. Et donc ça, on peut le trouver chez la classe la plus basse, tout comme chez la classe la plus haute. Bien sûr. Parce que tu disais ne pas laisser l'enfant s'exprimer. On sait que dans certaines classes sociales, en fait, on s'exprime. On rit fort, on parle. Et je parle pas que des cultures, mais vraiment, je parle vraiment en termes de classe sociale. On va vraiment... Les émotions sont là, on les exprime, on pleure, on crie, et puis voilà, on s'insulte même parfois, mais bref. On exprime les émotions. C'est pas bien de s'insulter, mais en tout cas, ils le font. Et, mais dans certaines classes sociales, et là je parlerai des classes sociales plutôt huppées, là je parlerai même de l'aristocratie, toutes ces choses, on ne montre pas ses émotions. C'est que dès l'enfance, on t'apprend à te tenir tout droit, tu deviens un stick. Tu es un stick, tu n'es pas un humain. Et donc même ça, c'est super néfaste pour l'enfant. Ah oui, c'est super néfaste. Comme j'ai dit, l'enfant, il doit extérioriser ses émotions. Donc, le fait de les garder en lui, mais tu imagines bien, vraiment l'image
On voit l'image de quelqu'un qui explose. Vraiment, Ouais. même nous, tu pètes un câble. Oh. Tu pètes un câble. Et après, tu deviens un adulte frustré, un adulte qui peut reproduire Qui ne tout sait ça, même qui pas sait comment faire, s'exprimer, qui du sait coup. pas comment faire. Donc, ces relations, justement, le fait d'appartenir dans un groupe, ben, la personne aura du mal à s'inclure dans un groupe. Toutes ces choses, ça a vraiment un impact sur l'adulte en devenir. Oh. C'est pour ça qu'on dit que tout se fait entre 0 et 3 ans. C'est à ce moment-là que tout se joue, parce que l'enfant, ayant un cerveau immature, Mhm. il est dans un stade de sa vie où il est en développement, il doit bien grandir. Donc, c'est que en ayant une relation empathique, une relation de bienveillance avec lui, pas une relation de domination, parce qu'on est adulte, on n'a pas besoin de prouver que c'est nous qui dominons l'enfant, on est déjà là pour ça. Il le sait qu'on doit être sur sa figure C'est d'attachement. instinctif. C'est instinctif, donc on n'a rien à prouver. Et beaucoup d'adultes, et c'est par méconnaissance, attention, c'est pas ils le font exprès, et beaucoup c'est par méconnaissance, de dire ouais, je domine l'enfant, c'est moi, je suis l'adulte, c'est moi qui décide. Oui, bien évidemment, même en crèche on le dit, c'est moi qui décide, c'est pas toi. Mais c'est pas en écrasant, c'est comme nous en tant qu'adultes. Je peux te Il y a dire une quelque réaction. chose pour... Je peux dire une chose sans pour autant te dominer. Pour autant te dire je te fais comprendre quelque chose, mais je ne te domine pas pour Ouais. autant. D'accord. Encore une fois de plus, la bienveillance. La bienveillance. Et puis simplement Et là. le fait de savoir que si moi l'autorité, je n'ai rien à prouver en fait. Exactement. Quand on l'est, on n'a pas besoin de prouver. Exactement. Ouais. Clairement. En fait, une fois de plus, si par exemple je prends l'exemple d'un enfant qui ramène 2 mauvaises notes, un enfant qui est un peu trop agité à l'école, en fait, il est du ressort du parent de trouver qu'est-ce qui ne va pas chez mon enfant et comment je peux améliorer L'aider. ça. Comment C'est tu ça, la peux l'aider, bienveillance. l'accompagner. Exactement. Donc, tu prônes en fait, du moins, la structure de l'éducation du jeune enfant prône en fait l'accompagnement. Accompagner. Donc, en Être fait, demande, avec- exige de l'adulte d'accompagner cet enfant, Exactement. ne pas lui imposer les choses. Exactement. Parce que l'enfant est une personne. L'enfant, certes, c'est un être qui est plus petit que nous, plus jeune, mais c'est une personne. Autant de ressenti que toi, on a les mêmes besoins. D'accord. Dès lors, à partir de là, c'est que voilà. Mais on doit l'accompagner parce qu'il est indépendant de nous. Il est Il est dépendant. dépendant. pardon. Dépendant de nous. Excusez-moi. Il est dépendant de nous et justement, c'est nous. C'est le seul mammifère justement qui dépend de l'autre, parce qu'on voit les animaux dès qu'ils sont. Une petite biche Certains- quand même, elle a besoin de sa mère. Certains, quoi. non, beaucoup d'animaux, quand ils naissent, ils savent déjà marcher. Par exemple, ils ont C'est vrai, déjà des capacités que un bébé c'est vrai. n'a pas. C'est vrai. Donc voilà. Ok. En fin de compte, il faut vraiment bannir les paroles du style t'es bête, des paroles qui peuvent. Les parents qui briser rabaissent la l'enfant, confiance de il faut l'enfant. le valoriser. Ouais, Il faut le parce que- valoriser. L'estime de soi chez le jeune enfant, c'est très important. Mm. Et puis on le voit, un enfant à qui il fait tomber, admettons, il fait une tour, sa tour elle tombe, elle se casse. L'encourage, recommence, c'est pas grave. Non, non. Alors que si tu es là, oh t'es nul, non. Tu vois, enfin c'est. Veillez à nos paroles. Si je Exactement. peux- Veiller à faire attention à nos mots, à notre posture en tant qu'adulte de comment on s'exprime face à l'enfant. Parce que bien sûr, on peut le reprendre, mais on dit pas, je suis pas en train de dire, ouais, faut pas lui crier dessus. Quand il y a quelque chose qui... En fait, ça dépend du timing. Et on le sait, le timing, c'est pas tout le temps, je crie sur l'enfant tout le temps, oh, tu es bête, oh, tu es... Mm. Il y a des mots... Jamais dire que tu es bête, un enfant n'est pas bête déjà. Il n'y a pas d'enfant bête. Il n'y a pas d'enfant. Même s'il est vraiment nul à l'école. Il n'y a pas d'enfant bête. D'accord. Tout s'apprend, tout s'améliore et tout s'accompagne. Ouais. Et à partir de là... Tu sais, j'entends quelqu'un dire oui, mais ça c'est pour les blancs. Oui. C'est une histoire de blanc. Ça peut dépasser certains. C'est vrai que ça, on parle de l'éducation positive. L'éducation positive, ça peut dépasser certains parents, mais il y a des limites. Il y a des limites, mais ça... Moi, je ne suis pas encore parent, mais on dit souvent les coordonnées sont les plus mal chaussés, donc je ne sais pas quel genre de parent je serai. Mais pour autant, l'éducation positive, c'est la base. Et c'est souvent des clichés, là tu vas me parler, oui c'est un truc de blanc, mais il y a des clichés, oui, un Africain doit taper, Non, en fait, trouvons le juste au milieu. C'est pas trop laxiste, et c'est pas non plus, il faut trouver le juste au milieu. Tu vois. Arrêtez de mettre du piment devant les yeux des enfants, quoi. Voilà, non, Avec ça c'est... les enfants avec Pardon, la boucle mais, de la ceinture. pardon, mais ça c'est violence. Ou bien arrêtez voilà, de qui- dire à l'enfant d'aller chercher sa ceinture avec laquelle on va la taper. Ou bien arrêtez de dire à l'enfant, Ça, c'est voilà, très grave. je vais te ramener chez papy à la Ouais. campagne, tu vas Ça, rester mais là-bas c'est des 6 mois violences, et je vais c'est- t'abandonner. C'est Ouais, tu vas c'est trier les des violences vaches. pour l'enfant, c'est vrai. Ouais. Et le chien Léo, quoi. Ouais. Ouais, en fait, arrêtez. En fait, que
que peu importe le milieu social, peu importe l'environnement, je dis environnement, je parle du coup là des D'où communautés, on vient, oui. des communautés, des origines, peu importe, il y a des violences dans tous les domaines et qu'en fait, chaque communauté a ses extrêmes. Exactement. Ouais. Parce que en Afrique, c'est presque impossible de voir un enfant frapper son parent. C'est C'est impossible. vrai. Mais en Occident, on le voit. Un enfant qui peut oser lever la main sur son parent. Qu'est-ce qui se passe pour qu'un enfant puisse oser C'est lever la les deux main? extrêmes. Exactement. C'est dans ce sens-là. Trop de laxisme et trop de dureté tuent, détruisent, brisent. Oui, Parce oui. qu'on est dans le brisé. Ouais. Donc, Exactement. tu aurais un mot pour me plaît? Soyez bienveillants. Juste, c'est plus facile à dire qu'à faire, mais ayez juste conscience que l'enfant, son cerveau est immature, il est incapable de réguler ses émotions lui-même. Et qu'on est déjà dans un monde de sauvages, littéralement. Donc il a besoin, il a besoin que nous, adultes, nous soyons là pour lui, pour l'accompagner, pour l'aider, pour gravir des échelons, pour acquérir des compétences donc il n'a pas et qui justement il a besoin de nous pour les avoir. Et pour ça, une posture d'empathie, une posture de bienveillance sont la clé pour aider l'enfant. Eh bien, merci Sophonie. De rien. Merci pour ton intervention sur LGS Media, c'était super intéressant et très riche. Et tout ce que je désire au travers de cette émission, c'est la restauration des familles, la prise de conscience des parents pour en fait faire de meilleurs, enfin, juste pour mieux éduquer leurs enfants, faire de meilleurs adultes en fait. Exactement. Parce Mais que ça, tout vient de l'enfance, et Exactement. tu le disais toi-même, tout vient de l'enfance. Et d'une certaine façon, on a tous été brisés. Mais ce n'est pas une raison pour briser les autres. Et c'est peut-être même le moment de se restaurer. Et écoutez, mais c'était vraiment... c'était Sophonie. Sophonie, on dit le nom de famille ou Oui, tu peux. C'était Sophonie Ngoka Belkié sur LGS Media pour nous parler donc des conséquences des violences verbales sur le long terme, vu d'un point de vue éducatif. Oui. Éducatif. En tout cas, c'était un plaisir. J'espère que vous avez pu recevoir ce qui a été dit ici. On se retrouve pour une nouvelle vidéo sur LGS Media. J'aime bien souvent le dire, la chaîne qui donne le mic à ceux qui ne l'ont pas. Parce que oui, on parle de choses dont tout le monde ne peut pas parler. Mais par là, on donne la parole à ceux qui ne peuvent pas. Donc, sur ce, ciao! Ciao. À bientôt.